On termine par un 3R, si j'ose dire. Donc un beau travail avec une équipe qu'on connaît bien et qui alimente, si je veux dire, également le master. Donc Lucille Schneider-Borda, qui vient de Lille, et qui va nous parler des mécanismes physiopathologiques impliqués dans la récidive post-chirurgicale de la maladie de Crohn, modèle d'étude du rat HLA B27. Merci. Je vous remercie les membres de l'Académie nationale de chirurgie de me donner l'opportunité de présenter mon projet de M2, dirigé par le professeur Verbib. Ça a été fait au sein du laboratoire INSERM 1995 sous la direction du professeur Verbib. Donc ce travail porte sur l'étude des mécanismes physiopathologiques impliqués dans la récidive post-chirurgicale de la maladie de Crohn sur le modèle d'étude du rat HLA B27. Pour revenir sur la maladie de Crohn, c'est un problème de santé publique majeur puisqu'il y a 1 million de sujets atteints en Europe. Pour ces patients, le recours à la chirurgie est fréquent puisque 50% d'entre eux seront opérés à 10 ans du diagnostic. L'intervention la plus fréquemment réalisée étant la résection iléosécale du fait d'atteinte prépondérante iléale et ou colique. Le problème qui se posera secondairement sera la récidive post-opératoire qui a lieu en amont de l'anastomose iléocolique. Et cette récidive endoscopique qui précède la récidive clinique, elle concerne 73 à 93% des patients à 1 an et 85 à 100% des patients en fonction des séries à 3 ans de la chirurgie. La physiopathologie de cette récidive, elle est mal connue, bien qu'il existe des pistes de réflexion. Donc, jusqu'à présent, il n'existait pas de modèle animal de récidive. Et vous devez déjà le connaître, c'est dans cet objectif qu'on a développé le modèle du rat HLA B27 qui est déjà largement utilisé comme modèle de spondylarthrite ankylosante. Ces animaux présentent des colites spontanément à 12 semaines de vie, sans autre atteinte digestive et en particulier sans atteinte iléale. Il se trouve que quand on opère ces animaux d'une résection iléosécale et qu'on les compare à des rats non transgéniques, tous les rats transgéniques présentent des lésions sus-anastomotiques iléales, alors qu'aucun des rats non transgéniques opérés ne présente de telles lésions. Notre objectif était donc, à partir de ce modèle, d'étudier les mécanismes physiopathologiques impliqués dans l'apparition de ces lésions. Pour ça, 2 grands axes d'étude. D'une part, l'influence de la flore bactérienne, et en essayant d'analyser la flore bactérienne des rats transgéniques et non transgéniques, l'évaluation d'une antibiothérapie périopératoire et l'étude du rôle du reflux colloïdéal sur l'apparition des lésions. Donc, dans un premier temps, l'analyse de la flore bactérienne. Nous voulions analyser ces flores afin de mettre en évidence une potentielle différence entre rats transgéniques et rats non transgéniques. Le protocole était le suivant. Les rats transgéniques et non transgéniques étaient tous opérés à 12 semaines de vie, sacrifiés à 18 semaines. Des prélèvements bactériologiques étaient réalisés au niveau colique et iléal au moment de la chirurgie et du sacrifice. Si on s'attache à l'analyse qualitative du côlon luminal, ce qui nous a frappé dans un premier temps, c'est qu'au moment de la chirurgie, seuls les rats transgéniques présentaient du clostridium dans la flore colique luminale, ce qui est un germe non retrouvé en général dans la flore des rats. Au moment du sacrifice, les rats non transgéniques et transgéniques présentaient des souches de clostridium, mais qui étaient plus fréquemment retrouvées chez les rats transgéniques. Quand on regarde d'un peu plus près cette flore de clostridium, on constate que les formes sporulaires retrouvées, donc les formes inactives, étaient prépondérantes dans les groupes non transgéniques, et en revanche, les formes actives de clostridium étaient plus représentées dans le groupe transgénique. Pour ce qui est de l'évaluation de l'effet préventif de l'antibiothérapie, donc on voulait bien entendu cibler ces clostridiums. Donc on a utilisé une antibiothérapie par ciprofloxacine et métronidazole sur 7 semaines en périopératoire. Et les rats transgéniques traités étaient comparés à des rats non transgéniques, transgéniques, non traités. Tous les rats étaient opérés à la 12e semaine de vie et sacrifiés à 18 semaines de vie. On se basait sur 4 critères de jugement. L'analyse macroscopique principalement, je vous la détaillerai juste après. L'analyse bactériologique, histologique et biologie moléculaire. Donc là, c'est le score macroscopique détaillé
qui s'appuie sur les scores endoscopiques existants, avec un stade 0, l'absence de lésions, un stade 1, des lésions congestives en sus anastomotique, un stade 2, des ulcérations mais représentant moins de 20% de la surface, un stade 3 avec des ulcérations de plus de 20% de la surface et un stade 4 avec une sténose anastomotique et une dilatation du grêle d'amont. Donc pour nos groupes traités transgéniques, 8 rats analysés. Dans notre groupe non traité transgénique, 4 rats analysés. On voulait simplement s'assurer que notre antibiothérapie était bien efficace sur nos souches de Clostridium, et donc on a fait l'analyse de la flore colique luminale avant l'antibiothérapie, donc AS10. On retrouvait bien ces souches de Clostridium, et puis après antibiothérapie, on a bien sûr éliminé toutes ces souches. En ce qui concerne l'analyse macroscopique de nos rats traités versus non traités, tous nos rats non traités transgéniques ont présenté des lésions iliales sus anastomotiques, comme c'était le cas antérieurement. En revanche, aucun de nos rats traités par antibiothérapie n'a présenté de telles lésions. Ceci était confirmé par l'analyse histologique qui utilisait un score d'activité inflammatoire. On retrouvait bien une élévation de ce score dans notre groupe non traité transgénique versus traité transgénique. En analyse moléculaire, on a analysé par qPCR l'expression de cytokines pro-inflammatoires et toujours dans la même tendance, une élévation de cytokines pro-inflammatoires dans nos groupes non traités. Pour ce qui est de l'analyse du reflux colo-iléal, jusqu'à présent, tous les rats étaient opérés d'une résection iléocécale avec anastomose termino-terminale. On a voulu, pour réduire le reflux colo-iléal, changer le type d'anastomose et donc voir l'effet de l'anastomose latéro-latérale. Donc, nos rats étaient toujours opérés au même moment, 12 semaines de vie, sacrifiés à 18 semaines. Et on comparait les anastomoses latérales au termino-terminal avec les mêmes critères de jugement, l'analyse macroscopique, bactériologique, histologique et de biologie moléculaire. Au total, 56 rats opérés. Dans chaque groupe anastomose latérale et termino-terminal, on a opéré des rats transgéniques et non transgéniques. Je ne vous présenterai pas les résultats des scores des rats non transgéniques, puisque comme on s'y attendait, ils n'ont pas présenté de lésions. Mais je vous présenterai 8 rats transgéniques avec anastomose latéro-latérale et 13 rats transgéniques anastomose termino-terminale. Pour ce qui est du score macroscopique de ces rats, tous nos rats avec anastomose termino-terminale, comme c'était le cas précédemment, ont présenté des lésions sus anastomotiques. En revanche, nos rats latéro-latérales ont présenté des lésions, mais ces lésions étaient moins sévères que celles qu'on pouvait constater dans notre groupe anastomose termino-terminale, de telle façon que 70% des rats qui présentaient un score macroscopique supérieur ou égal à 2 dans le groupe anastomose termino-terminale versus seulement 25% dans le groupe latéro-latéral. Et ces résultats étaient confirmés par l'analyse histologique avec un score plus élevé dans le groupe anastomose terminale. Pour ce qui est de l'analyse bactériologique, ici j'ai mis en particulier l'analyse de la flore iléale terminale adhérente. Pourquoi adhérente? Parce que c'est celle qui est vraiment au contact de la muqueuse et donc qui pourrait particulièrement jouer un rôle. Et bien là, on n'a pas trouvé de différence ni sur le plan qualitatif, ni sur le plan quantitatif. L'analyse moléculaire allait dans le même sens, avec des cytokines pro-inflammatoires plus exprimées dans nos groupes anastomose termino-terminale. En conclusion, notre antibiothérapie a donc été efficace sur la prévention des lésions iléales, puisque aucun de nos rats traités n'a présenté de lésions sus anastomotiques. Il existerait donc bien une implication de la flore bactérienne. Les lésions iléales étaient moins sévères si on réalisait une anastomose latéro-latérale, donc il y aurait également un rôle du reflux colo-iléal, et ce, indépendamment de la flore bactérienne. Chez l'homme, qu'est-ce qu'il en est? Pour les patients atteints de récidive de maladie de Crohn en post-opératoire, l'antibiothérapie a déjà été évaluée
elle est efficace sur la récidive. Malheureusement, sur le long terme, elle ne peut pas être utilisée puisqu'il y a des problèmes de tolérance et d'observance. Et pour ce qui est du type d'anastomose, la revue de la littérature nous montre des résultats discordants avec une dernière méta-analyse qui irait en faveur de l'anastomose latéro-latérale. Il semblerait donc que notre modèle de rat transgénique emprunte les mêmes mécanismes physiopathologiques que ceux qui sont observés chez l'homme. Notre modèle, ainsi, est donc bien, je vous le rappelle, le seul modèle à l'heure actuelle fiable et reproductible d'iléite post-opératoire qui mime la récidive de maladie de Crohn. Les objectifs maintenant seront de poursuivre dans la compréhension des mécanismes physiopathologiques impliqués dans l'apparition des lésions et en particulier de tester l'inoculation de bactéries qui semblent impliquées dans la récidive de maladie de Crohn comme les AIEC, donc chez des rats opérés. Pour ce qui est du reflux colo-iliaque, on voudrait particulièrement tester d'autres types d'anastomose, quantifier ce reflux, et ceci pourrait peut-être nous permettre de standardiser la prise en charge chirurgicale, puisqu'il n'existe pas de consensus à l'heure actuelle sur le type d'anastomose à réaliser. Ça nous permettrait également de tester de nouvelles thérapeutiques dans le traitement post-opératoire en prévention de la récidive. Et pour finir, l'une des limites de notre modèle, c'est qu'il faut sacrifier les animaux à chaque étude. Et donc on est en train de mettre au point une évaluation pour le suivi par le PET scanner. Merci. Merci beaucoup. J'ai une question très spécifique. Il est clair que l'antibiothérapie, et dans votre modèle, c'était une quilinone et du flagile. Oui. Pourquoi vous n'avez pas fait un groupe qu'avec du flagile et un groupe, parce que c'est pas tout. Le flagile au long cours, Crohn, on l'a déjà fait depuis longtemps, donc c'est bien. C'est parce que... Et puis ma deuxième question, pour répondre aux deux, dans ces thérapeutiques, j'ai jamais entendu le mot immunosuppresseur. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Voilà. C'est mes deux questions très précises que je connais sur la maladie de Crohn. On a mis les deux molécules, flagile et ciprofloxacine, parce que l'ensemble de nos souches de Clostridium qu'on retrouvait n'étaient pas couvertes que par le flagile ou que par la ciprofloxacine. Pour ce qui est des immunosuppresseurs, bien sûr, on pense le faire pour les prochaines années. Est-ce qu'il y a des questions sur la maladie de Crohn, chez l'animal ou chez l'homme, qui pourraient nous toucher sur l'émotion? Une Franco, par rien de particulier. Il y a quelque chose dont on parle pas mal pour l'instant, c'est l'importance du microbiote dans toutes ces maladies inflammatoires. Et donc là aussi, vous avez un joli modèle pour pouvoir l'étudier. Donc je pense que ça, comme les immunosuppresseurs, ça appartient à la suite de votre projet. Oui. On va approfondir les études bactériologiques. C'est des analyses qui mettent beaucoup de temps à se faire. Mais on va poursuivre. Je crois qu'il y a une chose qui est pas mal non plus, c'est que si vous voulez, la cellullochirurgie permet les anastomoses latérales plus que les terminaux-terminales. Donc je crois que c'est une très bonne nouvelle, parce que si vous nous aviez dit que c'était les terminaux-terminales, on a beaucoup plus de mal à les faire par cellullochirurgie. Mais c'est vrai qu'on a toujours fait, je me tourne vers les réfugiés ici, les anastomoses digestives comme ça se présentait, au mieux que ça se présentait, et notamment dans cette région-là, sans tenir compte du reflux. Et que peut-être qu'il faut peut-être même faire des systèmes de valves, on peut imaginer plein de choses en chirurgie. C'est ce qui est envisagé en ce moment, probablement tester une valve prothétique. Voilà, bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure cette session. Donner la parole peut-être à M. Franco, à Pascal. Est-ce qu'on fait une petite pause d'un quart d'heure, bien qu'on ait fait un peu de retard? Je donne la parole. Merci. D'abord, bravo.